Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes en direct sur KTV, Kwezi FM et le live Facebook de KTV. Nous sommes en direct avec le sénateur Mohamed Soali, Tani Mohamed Soali, pardon. Il est avec nous ce matin. On sait qu'il est très tôt du côté de Paris, mais il nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Monsieur le sénateur, bonjour et bienvenue. Bon Ramadan surtout. Bonjour Tamer, bonjour tout le monde. Bon Ramadan à toutes et à tous. Alors, monsieur le sénateur, le Premier ministre a pris la parole pour ses propositions hier. C'était attendu par toute la population. Donc, les citoyens français attendaient de savoir quelles sont ces propositions. Et on le sait que depuis hier, déjà pas mal de syndicats ne sont pas totalement d'accord avec ce déconfinement progressif. Vous, quel est votre sentiment? Est-ce que finalement, aujourd'hui, avec ces propositions, c'est ce que finalement tout le monde voyait se dessiner à l'horizon avant même la prise de parole du Premier ministre? Alors effectivement, cette prise de parole était très attendue. Elle a été commentée avant même de savoir ce que le Premier ministre allait annoncer. Il y a eu beaucoup de spéculations et c'est une bonne chose que il y ait eu ces débuts de précision. Moi, je ne ferai pas de commentaires ni ne donnerai d'avis puisque les propositions du Premier ministre laissent pas mal de marge de manœuvre par région, par secteur, par situation. Et maintenant, il appartient essentiellement aux exécutifs locaux, aux élus locaux, notamment les exécutifs à la fois du conseil départemental, mais aussi les communes, en lien étroit avec le service de l'État, que ce soit la préfecture, que ce soit l'ARS, le CHM, etc., les partenaires socio-économiques, eh bien, d'ici le 13 mai, de se concerter pour savoir dans quelles conditions le déconfinement va avoir lieu à Mayotte. Je n'oublie pas, bien évidemment, le recteur qui aura un rôle aussi important dans les jours à venir. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça dans ce sens-là que je vais aller. Il y a eu des directions générales qui ont été données par le Premier ministre. Maintenant, localement, concertons-nous pour savoir exactement ce que nous faisons. Et comme vous le savez, tous les jeudis, une réunion a lieu par audioconférence entre les élus et la préfecture et le recteur. Eh bien, dès demain, jeudi, conformément à ce qui se passe quasiment toutes les semaines, cette réunion aura lieu délocalisée au SMA. Donc, ça sera l'occasion de commencer à avoir des perspectives sur ce que nous allons faire localement à Mayotte pour en prévision du 11 mai. Oui, justement, sénateur, bonjour. Bonjour. La question est de savoir par rapport à Mayotte, bon, le recteur était très clair, les écoles rouvriront le 14 mai, certaines écoles, mais est-ce que vous pensez que Mayotte peut sortir du rouge? Vous savez que le Premier ministre l'a dit, si c'est rouge, on ne déconfine pas, alors qu'on voit bien que dans les rues, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, on a l'impression que les gens ne se confinent plus à Mayotte. Alors, je vous ai assez mal entendu, mais je pense avoir compris la question, Léonard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de commentaires avant même que le Premier ministre ne commence à décliner le plan de déconfinement. Moi, hier, il y a des choses qui me sont revenues, et notamment l'ouverture des classes, notamment des 6e et 5e, avec la précision uniquement dans les départements où la circulation du virus est faible. Il va de soi, même si la scolarité de nos enfants ou à Mayotte, elle est très compliquée, il va de soi que c'est une priorité, mais vous imaginez bien que la priorité des priorités, c'est la santé et en fonction de la circulation du virus. Donc cette précision du Premier ministre qui conditionne le début de confinement dans les zones où la circulation du virus est faible, moi, ne me semble pas appeler plus de commentaires. Au sein des territoires, on peut également envisager, selon
les endroits, si on peut faire un début de déconfinement ou pas. Encore une fois, l'affaire est entre les mains, si je puis dire, l'affaire est entre les mains des exécutifs locaux, des élus de façon générale, en concertation avec les services de l'État. Ça ne sert à rien de spéculer, de continuer à spéculer alors que des précisions viennent d'être faites. Mettons-nous au travail pour savoir exactement ce que nous faisons. Le champ est relativement ouvert pour faire en fonction des situations locales, en fonction des réalités locales. Et puisque vous avez évoqué le non-respect relatif des règles de déconfinement jusqu'ici à certains endroits à Mayotte, moi j'en profite pour solennellement appeler à la vigilance, à l'attention de tout un chacun. À chaque fois, lorsqu'il y a des problèmes de ce genre, on fait appel aux autorités, on fait appel aux services de l'État, des collectivités. Là, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Les personnes aujourd'hui qui respectent les règles barrières, les règles de confinement, et qui voient les autres ne pas les respecter au mépris de leur situation sanitaire, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Et il appartient aux citoyens, là aussi, de réagir parce que les gens, notamment qui organisent ces meringues, ces gens, ils sont connus. Donc, il faut... vous avez vu à quel point l'épidémie, puisque maintenant, on peut parler de situation épidémique, est en train d'évoluer chez nous, alors que relativement tôt, on a tenté de prendre les devants. Donc, il faut arrêter avec ces choses-là. Et moi, j'en appelle aux citoyens pour ne pas se laisser faire et agir aussi, bien évidemment, dans le calme, dans le respect des règles, pour que ceux qui ne respectent pas les gestes barrières arrêtent de mettre en danger la vie des autres. Alors, monsieur le sénateur, on le sait que le port du masque va être généralisé, notamment, par exemple, dans les transports. À Mayotte, jusqu'à présent, on n'a pas vu la couleur de nos masques, puisque aujourd'hui, la Réunion s'est vue dotée de quelques masques récemment, notamment en début de semaine. Nous, à Mayotte, aujourd'hui, demain, on nous demande de porter des masques. Mais où sont les masques? Les entreprises, aujourd'hui, les petites comme les grandes, se retrouvent aujourd'hui avec une économie très touchée. On a compris avec quand on a eu la ministre des Outre-mer par téléphone, Annick Girardin, qui nous disait les masques qui devraient arriver à Mayotte devraient d'abord aujourd'hui servir au personnel soignant, à l'administration, mais les entreprises devraient se débrouiller, aujourd'hui pour garder le bon terme, pour s'approvisionner en masques. On connaît aujourd'hui l'économie déjà du citoyen lambda. Comment allons-nous pouvoir aujourd'hui vous demander que aujourd'hui les collectivités puissent prendre leurs responsabilités? On connaît la trésorerie également de nos collectivités. Combien de temps ils vont pouvoir aujourd'hui tenir en commandant des masques et surtout à quel prix? Kamar, il faut sortir de ces arguments qui, pour certains, sont des arguties du quotidien. On est face à une situation exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la France et notamment ici en métropole? Eh bien, les régions, à Mayotte, la région, c'est le conseil départemental. Les communes et en plus de l'État ont passé des commandes de masques. À Mayotte, j'ai entendu évoquer une commande de 850 000 masques effectuée par le conseil départemental. Où est-ce que ça en est? Chacun doit mettre sa contribution. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Évoquer la situation des finances locales habituelles, c'est une chose, mais vous avez vu que même au niveau de l'État, des moyens exceptionnels ont été mobilisés pour faire face à cette crise. Eh bien, aujourd'hui, malgré la difficulté des collectivités, que je ne mésestime pas, qui est réelle, il faut faire avec la priorité du moment, qui est la lutte contre le Covid-19. Donc, cette commande de masques du conseil départemental, c'est une chose. L'État
bien évidemment a sa part de contribution principale, et il est évident qu'il est hors de question que ce soit à la population qui n'a pas les moyens de se financer des masques, encore une fois, adapté avec la situation locale. On ne va pas demander à une personne qui ne sait pas si elle va manger en se levant dans la journée de s'acheter un masque. Mais arrêtons avec ces arguments du quotidien qui n'ont plus lieu d'avoir aujourd'hui. Et moi la question que je me pose, quel est effectivement, comme vous l'avez demandé, l'état, le stock de masques aujourd'hui à Mayotte, et d'ici le 11 mai, d'ici le début du déconfinement à Mayotte, quelle va être la situation des masques? Les commandes, est-ce qu'elles sont arrivées? Pourquoi, si elles ne sont pas arrivées, pourquoi elles ne l'ont pas été? Et d'ici, lorsqu'on va commencer le déconfinement, il faut qu'on se débrouille pour les avoir. Mais pour moi, il est hors de question de commencer quelques déconfinements que ce soit sans que ces préalables n'ont pas été respectés, et on ne va pas demander aux gens de sortir et de se déconfiner dans les transports, par exemple, si on n'a pas des masques à disposition. Tout ça, pour moi, va de soi. Maintenant, ce n'est qu'en se concertant, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les services de l'État et les élus et les acteurs socio-économiques, qu'on aura ces réponses. Moi, je ne les ai pas aujourd'hui parce qu'il n'y a personne individuellement dans son coin qui a ces réponses. C'est en faisant le point tous ensemble qu'on le saura. Sénateur, une question importante. Il y a un grand toutes les débat. questions que vous avez posées, elles ont été importantes. Merci. Une autre question. Un grand débat se pose aujourd'hui entre les professeurs, entre les écoliers, entre le rectorat. Le recteur a dit on va rouvrir les écoles le 14 pour les élèves, les enseignants, je parle pour le premier degré. Beaucoup d'enseignants me disent mais ça va pas être possible. Appliquer des gestes barrières pour des enfants alors qu'on doit leur toucher la main pour qu'ils apprennent à écrire, il fallait rouvrir ça en septembre. Dominique Voynet avait dit il faut mieux rouvrir après le Ramadan, ça veut dire au mois de juin. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée d'ouvrir l'école au 14 mai? Alors, encore une fois, ces débats, ces échanges ont eu lieu avant la prise de parole du Premier ministre. Après cette prise de parole, des précisions ont été faites, et notamment s'agissant des écoles, de décaler d'une place chaque place d'écolier. Parmi les précisions, un masque pour le personnel enseignant, etc., etc. C'est à l'aune de ces précisions qu'il faut à nouveau se reconcerter pour savoir ce que l'on fait. Je viens de vous dire que moi, je n'ai pas de réponse tout seul, et personne tout seul dans son coin n'a pas de réponse à cette situation. Il a été dit notamment par le président de la République au tout début de cette épidémie qu'on était en situation de guerre. Mais cette guerre, on ne doit pas se la faire entre nous. Cette guerre, elle est entre nous d'une part concertée, unie contre le coronavirus. Il faut vraiment que on change, certains changent d'état d'esprit, et ce n'est que de cette façon qu'on aura les réponses. Mais il est bien évident, et pour revenir plus précisément à votre question, il est bien évidemment que c'est compte tenu des débuts de précision qui ont été donnés par le gouvernement et de ce qui pourra être fait d'ici là, qu'on pourra parler de déconfinement ou pas. Oui, parce que si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, et vous voyez bien que nous avons subi cette épidémie à retardement de quelques semaines. Donc, ce n'est que lorsque les conditions seront réunies qu'on pourra parler de déconfinement. Il faut qu'à nouveau, on se reconcerte en fonction des moyens qu'on a sur place, en fonction de ces précisions pour savoir exactement ce que nous allons faire. Oui, parce que vous parlez d'être unis dans les décisions, mais n'oublions pas qu'il semble que l'ARS
et le rectorat ne soient pas d'accord. Et qui est plus important en ce moment, la santé ou l'éducation? C'est une grande question qu'on peut se poser, non? C'est une question qu'on peut se poser et pour moi, il n'y a aucun doute et ni du côté de l'ARS ni du côté du rectorat, je ne pense qu'on ne donne pas la priorité à la santé. Et il y a eu des échanges avant les précisions qui ont été apportées et c'est tout à fait normal que des questionnements, des débats aient lieu à partir du moment où des annonces avaient été prévues. Maintenant que les choses sont plus précises, maintenant que nous voyons plus précisément où est-ce que le gouvernement projette, vers quoi le gouvernement projette le déconfinement, eh bien, tout ce qui était valable avant cette situation ne l'est peut-être pas. Donc, concertation, et c'est tous ensemble que nous aurons des réponses à cette question. Moi, ce n'est pas que je ne vais pas vous répondre ou vous donner mon opinion, mais elle n'a pas beaucoup de valeur si elle n'est pas confrontée aux autres acteurs socio-économiques et politiques de l'île. Monsieur le sénateur, une question d'ailleurs qui a fait réagir également les collectifs ou le collectif des citoyens de Mayotte. Dominique Vonnet le disait dans une conférence de presse qu'elle craignait une arrivée massive de nos voisins, les Comores, puisque jusqu'à présent le gouvernement en tout cas n'a pas annoncé officiellement un cas de Covid-19 chez eux, et pourtant on entend par-ci par-là qu'il y aurait bien évidemment des cas confirmés chez eux, donc on voit arriver quand même des Kwassa à Mayotte. Est-ce que finalement, quand le collectif dit aujourd'hui il faut mettre la pression avec cet accord cadre et dire au gouvernement comorien de jouer le jeu et surtout la transparence et de nous dire la vérité et surtout de faire en sorte d'empêcher ces Kwassa de partir du côté des Comores? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, cette préoccupation généralisée, vous vous souvenez, lorsque je suis venu ici pour poser une question d'actualité au gouvernement le 25 mars, j'en ai fait état. Dans la presse nationale, pas plus tard que cette semaine, dans Public Sénat, j'en ai fait état. C'est une préoccupation de tout le monde qui est réelle. Cette pression, ce n'est pas que aujourd'hui qu'il faut la faire. Cette pression, à partir du moment où on s'est mis dans une logique de négociation avec les Comores, c'est à tout instant qu'elle doit avoir lieu. Vous vous souvenez, lorsqu'on préparait la première réunion entre les Français et les Comoriens pour savoir où on en était avec cet accord cadre, j'ai dit que sans respect de cet accord cadre, il n'y a pas de raison pour que du côté français on respecte notre part d'engagement. Mais c'est d'autant plus vrai dans la situation actuelle où, encore une fois, c'est une question de vie ou de mort. Mais vous savez, de Mayotte, de la France, contraindre le gouvernement comorien, on peut en penser ce qu'on veut, mais comme tout gouvernement, c'est un gouvernement souverain. Voilà, c'est quelque chose qui demeure compliqué. Est-ce que ça reste des questions diplomatiques, le sénateur? Ça voudrait dire que ça concerne la diplomatie, c'est au plus haut sommet de l'État. Donc du coup, pour le moment, il faut laisser la diplomatie faire son travail. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est vrai à tous instants, et nous, il nous appartient à nous, responsables politiques, d'œuvrer comme nous le faisons au niveau des parlementaires au quotidien pour que la diplomatie française suive de près cette affaire avec les Comores. Mais c'est ce que nous faisons au quotidien, que ce soit les députés ou les sénateurs. Nous ne relâchons pas la pression. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un échange avec un des conseillers de Monsieur Le Drian sur ce sujet qui me préoccupe à tous les instants, et encore plus dans la situation actuelle où la santé et la vie des Mahorais est menacée par ce virus. Et bien évidemment, personne de sensé n'a cru les autorités comoriennes lorsque elles ont affirmé qu'il n'y avait pas de coronavirus chez eux, mais partout ailleurs dans le monde.
Sénateur, une question se pose. Édouard Philippe a dit clairement, le 7 mai, il va annoncer quel département sera vert, quel département sera rouge. Ça implique que le gouvernement soit au courant de ce qui se passe dans chaque département. Donc on imagine qu'ils sont au courant de ce qui se passe à Mayotte. Or, quand nous avions reçu en direct par téléphone la ministre des Outre-mer, pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, je crois, il y a 10 jours, on parlait que les gens ont été dehors, qu'il n'y avait pas de respect de confinement, et elle avait dit, mais oui, le confinement est respecté à Mayotte. Elle semblait en décalage assez fort avec ce qui se passe à Mayotte. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'est pas au courant de ce qui se passe? C'était assez surprenant comme réponse de la ministre. Je n'ai pas vu cette interview, mais ce que je peux vous assurer, c'est que régulièrement, et aujourd'hui je crois que ça sera le cas également, le préfet de Mayotte est en lien direct avec le gouvernement pour faire remonter la situation concrète au jour le jour sur place. Vous ne le savez peut-être pas, mais récemment, le président de la République en personne avait appelé le président Sobadine vers le début du confinement pour entendre aussi de sa bouche ce qu'était la réalité de la situation à Mayotte. Moi-même, et je pense mes collègues parlementaires aussi, il ne se passe pas un jour sans que des remontées d'informations, que ce soit lorsqu'il y avait le débat sur la chloroquine, que ce soit sur tous les sujets. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je prends beaucoup de renseignements sur les praticiens hospitaliers, par rapport au préfet, par rapport à la directrice de l'ARS avec lesquelles je suis tout le temps en lien, pour faire remonter ces informations. Il y a quelque chose, moi, qui guide mon action, c'est que je ne m'en remets pas qu'à la ministre des Outre-mer, parce que déjà en temps normal, ne s'adresser qu'à ce ministère, c'est quelque chose d'assez singulière lorsqu'on est dans le système français où on sait que chaque département ministériel exerce ses compétences. Moi, je ne me suis jamais astreint à ne m'adresser qu'au ministère des Outre-mer qui effectivement agit principalement sur les Outre-mer, mais comme je l'ai fait avec le ministre Adrien Taquet, en concertation avec le vice-président Issa Abdou, qui m'a aidé à faire remonter des réalités sociales très précises, comme je le fais avec tous les ministres. Ces renseignements sont, moi je les fais remonter à chaque département ministériel. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque semaine, nous avons, mon groupe politique au Sénat, nous avons des visioconférences avec beaucoup de ministres. Certaines sont organisées par la commission des lois du Sénat, à laquelle je participe régulièrement. Et c'est la façon d'informer tous ces ministères. Maintenant que pour l'action, on revienne vers le ministère des Outre-mer pour savoir exactement ce qu'on fait, c'est une chose, mais moi je ne me limite pas à passer uniquement par le canal du ministère des Outre-mer, parce que nous avons affaire à une situation exceptionnelle qui implique une réaction interministérielle. Bien évidemment aussi, et là aussi pas plus tard qu'hier, j'ai eu une longue conversation avec le conseiller Outre-mer du Premier ministre, qui justement, juste après les annonces du Premier ministre, m'a appelé pour poser une partie des questions que vous posez. Donc voilà la réalité au quotidien. C'est pas parce que ce n'est pas crié sur tous les toits que ce travail-là n'est pas fait. Au contraire, moi je m'étonnais la dernière fois de presque être aussi chargé qu'en temps normal, compte tenu de ces échanges, de ces occupations, de ces visioconférences. Je ne m'en plains pas, c'est mon boulot, mais voilà ce qui se passe en réalité. Donc
il n'y a pas qu'un canal parce que la situation est exceptionnelle. Tous les canaux, tous les départements ministériels vont être concernés. Demain, jeudi, mon groupe politique va avoir une visioconférence avec M. Véran, le ministre de la Santé, et bien évidemment, je compte y participer. Rapidement pour finir, monsieur le sénateur, parce qu'on est à la bourre, nos étudiants, on avait entendu que nos étudiants, en tout cas ceux qui seraient volontaires à vouloir revenir au pays, est-ce que vous avez pu rencontrer quelques associations des étudiants? Est-ce que vous avez une suite par rapport à leurs demandes? Oui, j'ai transmis, comme beaucoup, j'ai retransmis la plateforme et l'organisation qui avait été mise en place pour collecter les informations relatives aux étudiants et les traiter. Et des associations, effectivement, sont entrées en contact avec moi pour plus de précision, plus de détails que personnellement, je n'ai pas, mais que j'ai pu réorienter vers... par exemple, la délégation interministérielle à l'égalité des chances, dans laquelle, vous savez, un Mahorais travaille. Voilà, ces liens sont effectués pour ce travail de récolte des informations et de détermination de ce qu'il convient de faire. Bien évidemment, je veille, je continue à veiller, tout comme je continue à veiller sur tous ces Français et notamment ceux qui sont coincés à Dubaï depuis le début du confinement, qui sont loin de chez eux, tous ces Mahorais qui sont loin de chez eux et qui veulent rentrer. Vous savez, dans le monde, il y a des dizaines de milliers de Français qui attendent et ce n'est pas évident d'organiser le retour. Je profite de cette antenne pour dire que ces situations me préoccupent au quotidien. Ces personnes-là, ce n'est pas que je les ai oubliées, ce n'est pas qu'elles sont oubliées, mais vous imaginez que dans les situations actuelles, il n'est pas évident de les rapatrier. Il y a un étudiant en Martinique, il y a des Mahorais qui étaient en Inde, à Bombay, qui sont aujourd'hui à Paris et qui sont coincés à Paris, qui aimeraient rentrer. Il y a des situations sanitaires, mais vraiment très très douloureuses, des gens qui sont dans une situation de détresse. Tout ça, c'est aussi le quotidien et ces personnes-là cherchent par tous les moyens à rentrer. On essaie de faire, moi j'essaie de faire ce que je peux et notamment de les mettre en relation avec les services idoines du département. C'est loin d'être simple parce que chaque cas individuellement est très très important pour les personnes concernées, mais malheureusement ces cas sont très nombreux à travers le monde. Merci beaucoup, sénateur Thani Mohamed Soly, d'avoir accepté d'écourter votre tsarou de ce matin pour le Ramadan et de répondre à nos questions. Merci beaucoup d'être intervenu à cette heure-ci. On sait que vous aimez bien dormir. Passez une très très bonne journée, sénateur. Bonne journée, bonne continuation. Merci. C'est tout pour ce temps de parole.